à 2 ans de la fin du mandat du président de la République, il s'interroge, il dit j'aimerais avoir un point de vue sur ce que mes compatriotes pensent. Et je crois savoir que dans cette initiative, ça devait porter sur un certain nombre d'éléments. La santé. Est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, quel est l'état de la santé au niveau du Congo? L'éducation, l'électricité, la redistribution des richesses entre les Congolais et bien d'autres. Et peut-être aussi sur certains éléments qui concernent les institutions de la République. Comment fonctionnent nos collectivités publiques, comment fonctionnent nos conseils départementaux. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc c'est une bonne initiative parce que ça permet de faire un diagnostic et de pouvoir susciter des éléments de réponse. Et malheureusement, j'ai cru comprendre que ces individualités, ces hommes politiques, avec une seule chose, une fixation sur la Constitution. Ce qui fait que lorsqu'on écoute tous qui sont partis, tous sont revenus pour nous parler de la Constitution. Comme si la Constitution, telle qu'elle est aujourd'hui, est responsable de la mauvaise santé des Congolais, est responsable de la mauvaise éducation de nos enfants, est responsable de l'inégalité des richesses entre les différents Congolais que nous sommes, comme si la santé est responsable du mal-être des Congolais et cette Constitution. Donc c'est parce qu'il y a une fixation et qu'on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas une carence au niveau des hommes politiques? Qu'est-ce qui est fondamental pour eux? C'est savoir que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, d'une bonne éducation, pour qu'on soit compétitif, pour que nous puissions être présents en 2025, puisqu'on va devoir émerger. Mais l'homme politique s'est attardé sur la Constitution, et on se pose la question de savoir pourquoi la Constitution et non pas tout le reste. Alors, M. Malonga, d'aucuns diraient que s'ils ont parlé de la Constitution, parce qu'en amont, ils ne connaissaient pas l'ordre du jour qui devait être proposé au débat. C'est ça, c'est que ces hommes politiques devaient d'abord avoir des clarifications. Quand on ne comprend pas, on pose la question à qui de droit, de quoi s'agit-il? Mais on a l'impression que le chef de l'État les a appelés pour parler de la Constitution. Et c'est ça qui fait que je suis, comme tous les Congolais, très, très perdu, puisque je me dis, mais est-ce que le dialogue portait sur la Constitution ou sur l'État, la nation et de l'État? Dans les deux éléments, je n'entends pas, je ne vois pas le mot Constitution. Mais c'est la fixation que nos hommes politiques ont de cette fameuse Constitution. Parce que c'est la mode. Au Burundi, ça bouge, la Constitution. À gauche, à droite, ça bouge, la Constitution. Et nous, on se dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Et j'ai l'impression qu'ils ont fait un procès d'intention au chef de l'État. Apparemment, ils ont été hors sujet. Si je devais les corriger en tant qu'enseignant, je crois qu'aucun d'eux reviendrait avec une moyenne de 7. À la limite, je dirais, c'est des médiocres. Alors, parce qu'ils ont abordé un thème qui n'était pas à l'ordre du jour. Monsieur Malonga, selon vous, qu'entendez-vous parler par la vie de la nation et de l'État, tel que l'a proposé le président de la République? Mais la vie de la nation, c'est ce que je viens de dire. Comment vivons-nous dans ce pays? Je viens de parler de la santé, l'éducation, de la mauvaise réduction des richesses, de l'État. Ce sont les institutions. Comment fonctionnent les institutions de l'État aujourd'hui? Comment fonctionnent nos collectivités publiques? Comment fonctionnent nos mairies? Comment gèrent-elles ces ressources? Est-ce que la mairie telle qu'elle est là, avec les hommes qui sont là, est-ce que nous reconnaissons à travers eux? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse élire des maires dans chaque arrondissement pour que les gens se reconnaissent à travers leurs maires et non pas leur imposer des maires? Est-ce que les préfets, il n'y aurait pas un critère pour dire, bon, on pense que pour être préfet, il faut avoir un minimum, tel qu'avoir été à l'ENA, par exemple. Parce qu'on suppose que celui qui a été à l'ENA a été un but de l'administration. Ça aussi, c'est ça les institutions de la République, telles qu'elles fonctionnent. Mais la Constitution, c'est une loi fondamentale qui permet de régir la vie de la nation. Mais ce n'est pas ce qui a été, à mon avis, qui a fait l'objet du dialogue. Malheureusement, je dis une fois de plus, c'est cette fixation de nos hommes politiques. Parce qu'ils voulaient qu'on en parle. Mais vous venez de bien lire, la vie de la nation et de l'État. Mais ça ne se résume pas à la Constitution. En tout cas, ce n'est pas la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui qui fasse que les collectivités publiques sont mal gérées, que le conseil départemental n'atteint pas ses objectifs, que nous passons pratiquement à côté de l'essentiel, que l'école est malade, qu'on a peur d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que la Constitution va avoir là-dedans? Absolument. C'est ça la vie de la nation, le bien-être des Congolais. Maintenant, le reste, ce sont les institutions. Parce que je fais une différence entre les institutions de la République et la Constitution de la République. Alors, de toutes les bouches est sorti changement pour les uns,
non au changement de la Constitution. Pour les autres, oui au changement de la Constitution. Comment pouvez-vous résumer cet état d'esprit que les autres ont pensé, ou encore ces évocations qu'ils ont faites lors de leur sortie ou lors de leur audience avec le président de la République? Le Congo a un problème. Il y a une crise de l'alternance démocratique. Le véritable enjeu, c'est celui-là. C'est l'alternance démocratique. Que l'on soit pour ou contre, c'est l'alternance démocratique. Je vais vous raconter, je crois que dans les années 90, dans beaucoup de pays africains, il y a eu comme la bagarre pour dépasser ce régime monarchique, ce régime du mono au profit du multipartisme. Et beaucoup de Congolais se sont battus, comme d'autres Africains se sont battus, pour qu'on démocratise. Parce que la démocratie est une valeur universelle. Elle est acceptée par tout le monde, quelle que soit sa race, quelle que soit son éducation. La démocratie, c'est apparemment le moins mauvais des institutions. Donc, on s'est battu et on a pu acquérir ce qu'on a pu acquérir. C'est pourquoi dans la Constitution, on a pris un certain nombre de dispositions pour dire on ne peut plus accepter que des gens restent là longtemps avec ce que ça entraîne comme effet pervers. Vous imaginez un pays comme le Togo. 80% des Togolais ne connaissent que la famille Eyadema. Au Gabon, 70 à 80% des Gabonais ne connaissent que la famille Bongo. On pose la question de savoir dans quel régime sommes-nous. Je vais être franc aussi au niveau du Congo. 50% des Congolais ne connaissent que le président de la République. 50%. Mais l'alternance démocratique veut dire qu'on peut être amené à dire renouvelons la classe politique. Cette classe politique, elle est gangrénée. Elle a vieilli. Et je vais anticiper. Ce n'est pas la Constitution qui n'est pas adaptée au temps actuel. Ce sont nos acteurs politiques qui ne sont pas adaptés à la situation actuelle. Donc, pour ou contre le changement de la Constitution, le problème fondamental, c'est l'alternance démocratique. Pourquoi? Moi, je suis pour l'alternance démocratique. Parce que j'estime que lorsqu'on renouvelle les classes politiques, lorsque vous avez, d'ailleurs, dans ceux qui ont construit la Constitution de 1992, ils ont tenu de 3 éléments. Limiter les mandats, l'âge, et éviter que quelqu'un tripatouille la Constitution. Ceux qui ont conçu la Constitution de 2002, ils ont été animés par les mêmes éléments. C'est-à-dire limiter le nombre de mandats, ne pas tripler la Constitution et bien sûr limiter l'âge de la retraite et l'âge de l'exercice du pouvoir à ce niveau-là. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui ceci pose problème? Je n'ai pas en face de moi la Constitution, mais je ne pense pas que le changement de la Constitution dit qu'on va changer de drapeau, qu'on va changer la suprématie du Congo, qu'on va changer... Non, tous les éléments qui sont dans la Constitution, apparemment, correspondent à nos préoccupations. C'est tout simplement un problème d'alternance. Il y en a qui se disent, faut-il ou pas conserver le pouvoir? C'est ça le véritable enjeu. Oui. C'est un problème de conservation du pouvoir. On peut conserver le pouvoir parce qu'aussi, on a peur de perdre tous les avantages. On a peur de répondre à un certain nombre d'éléments qu'on a posés qui n'étaient pas tout à fait toujours louables. C'est peut-être la peur qui fait que les gens acceptent ou refusent ou s'accrochent à rester dans le système actuel. Mais pour moi, je suis pour l'alternance parce que ça évite des dégâts. Quand vous êtes là pour 2 mandats, vous savez qu'au bout de 10 ans ou de 14 ans, vous devez répondre. Et ce qui fait que quand quelqu'un d'autre qui viendrait saura, lui et sa famille, lui et ses siens, et les siens, que si nous faisons des dégâts, nous aurons des comptes à rendre. Vous voyez que ça apporte un peu d'oxygène dans la vie démocratique du pays. Et ça évite qu'il y ait l'impunité. Ça évite également qu'il y ait l'injustice à laquelle nous assistons, le népotisme auquel pour lequel nous décrions. Je crois, pour moi, mon point de vue, c'est l'alternance démocratique. Alors pour les hommes politiques, faut-il ou pas qu'il y ait alternance démocratique? Mais il n'y a pas meilleure démocratie que l'alternance démocratique. Monsieur Malonga, vous êtes enseignant. Y a-t-il une nuance ou une différence entre changement de la Constitution et révision totale de la Constitution? Dans tous les cas, il vaut mieux parler de réviser la Constitution. La Constitution, elle évolue. Beaucoup d'éléments. C'est tout à fait normal. Maintenant ou plus tard, on peut réviser la Constitution. Et même nous, une fois qu'on l'aura fait, on va toujours continuer à réviser la Constitution. On peut réviser la Constitution. On peut la réviser. C'est même prévu par les textes
de la loi fondamentale que nous avons. Je prends une anecdote. Je viens de faire un accident. Je perds 3 doigts. Et voilà le médecin qui me dit, monsieur Malonga, comme vous avez perdu votre doigt, on va enlever tout le bras. Est-ce que c'est normal? C'est la même chose. Qu'est-ce qui gêne dans la Constitution actuelle? Si c'est 3 ou 4 articles, ceux-là, on peut les réviser. Ayons le courage de réviser ces 3 articles et non pas de changer la Constitution. Parce que lorsqu'on dit révision, on a vite fait de dire, on comprend les velléités qui animent ces gens-là. Alors balayons cette Constitution. Alors c'est plus facile de parler de changement. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus, et il faut repartir sur une nouvelle base. Et ça fait beaucoup de temps pour la réécrire. Et mieux, on se demandera, qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Il y a peut-être 4 ou 5 articles. Si on pense que le régime que nous avons, c'est un régime qui est trop présidentiel, la Constitution dans laquelle nous avons aujourd'hui permet de réviser pour aboutir, mais pas changer. Je viens de vous dire, si je perds 3 doigts ou 5 doigts, si le médecin me propose de m'enlever tout le bras, moi je me pose des questions. Il est même capable de me tuer. Pour 3 doigts, le médecin s'il me dit, monsieur Malonga, vous n'avez plus le droit de vivre, on va vous éliminer. Moi je vais me poser des questions. Qu'est-ce qu'il est? Il est contre moi ou quoi? Donc je crois que c'est un non-problème, un non-débat, mais le grand problème, c'est l'instinct de conservation du pouvoir. Et bien sûr, mais vous savez, nous nous sommes battus entre 90 et 93. C'est normal, parce que tous ceux qui ont conquis ces acquis démocratiques ont tous disparu. Et donc les instincts primitifs de cette classe politique qui a été combattue avant la Convention nationale, ces instincts ont remonté en surface. Et nous assistons à ce que nous avons. Même si malheureusement certains jeunes refusent de comprendre que le Congo a une histoire. C'est ça qui est dramatique. Ce jeune qui ne peut pas se poser des questions. Pourquoi changer? Pourquoi réviser? Mais je me dis, la révision, elle est prévue par la Constitution. Ok. Alors, la révision prévue par la Constitution, nous avons d'un côté, puisqu'on veut, le président de la République pense que dans le camp du oui, ça tire, dans le camp du non, ça tire, et lui, il pense qu'il faut soumettre au souverain premier la responsabilité de faire un jugement, notamment au travers du référendum. Et quand on parle référendum, on voit bel et bien la gouvernance électorale. Monsieur Malonga, êtes-vous prêt pour aller au référendum, vous en tant que citoyen? Le référendum a été prévu par la Constitution sur certains aspects. Mais cette Constitution refuse le référendum qui va devoir déranger la Constitution actuelle. Vous voyez? Donc juridiquement, moi je suis mal placé parce que je crois que nous avons des constitutionnalistes. C'est eux qui devaient venir au combat, venir nous départager. On a des Congolais qui sont au Conseil constitutionnel. On a des juristes. Curieusement, on n'entend aucun juriste s'exprimer. Ceux-là qui peuvent lire et interpréter la Constitution. Oui, on a prévu la révision, mais pas dans le domaine du changement de la Constitution. Ça n'a pas été prévu, et c'est l'article 185. Donc, personne n'a prévu qu'on puisse changer la Constitution. Ça a été verrouillé. Ça a été verrouillé. Donc, c'est à ce niveau pour vous dire que, personnellement, je dis, la Constitution a tout prévu, la révision, le référendum, sauf sur ce point bien particulier. Voir l'article 185. Et je crois que c'est aussi un débat assez difficile. Dans un pays où beaucoup de gens parlent lingala, beaucoup de gens parlent monokutuba, il aurait fallu prendre tous les journalistes qui parlent en lingala, monokutuba, de venir lire la Constitution, d'expliquer la Constitution aux Congolais. Tout le monde en parle sans la connaître. Donc, je me dis, pour moi, c'est un non-débat. Mais le grand problème, c'est le grand enjeu, c'est l'alternance démocratique. La question qui devait être posée au niveau du référendum, c'est êtes-vous ou pas pour l'alternance démocratique? Ça, on comprendrait mieux. Mais là, il s'agit de êtes-vous oui ou non pour le changement de la Constitution? Je viens de vous donner mon avis. Hein. Si je perds 3 doigts au cours d'un accident et qu'on me fusille, je vais me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et les élections en Afrique, M. Malonga? Toujours plein de turpitudes, oui, mais vous savez... Des aléas. Vous savez, pas toute l'Afrique. Hein. Oui. Certains pays africains. Déjà, nous voyons à côté de nous, non loin de nous, au Bujumbura, comment déjà ça chauffe. Non.
quand on parle de gouvernance électorale, pour revenir à votre question, c'est que lorsqu'on organise les élections, on met en place un certain nombre de règles et de procédures qui permettent de sécuriser, d'une part, l'électeur que je suis, de sécuriser également les candidats qui se présentent avec un projet de société. À partir du moment où tout le monde s'accorde sur les règles de jeu, comme on dirait chez nous, il n'y a pas de matambi, il n'y a pas de carton jaune, mais à partir du moment où on dit le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur appartient au pouvoir politique qui est en place. Le Conseil constitutionnel est nommé par le pouvoir politique qui est en place. Quant à ce qui concerne la population locale, vous avez dans ce pays des départements qui sont moins nombreux et qui ont plus de députés que les départements qui sont pauvres. Je n'ai pas besoin de faire une apologie, mais je crois savoir que la Bouenza a 300 000 et quelques, 11 députés. Quelque part, on a 100 et quelques mille, 20 députés. Déjà à ce niveau-là, il y a le fichier électoral qui pose problème. Mais si tout le monde peut s'accorder pour dire c'est une représentation qui est proportionnelle au nombre de voix, on ne se poserait pas. Que ceux qui sont mis au niveau du Conseil constitutionnel, c'est des gens qui sont très partiaux, c'est une bonne chose. Si le ministère de l'Intérieur est au-delà et au-dessus de tous les choix, de tous les complots, je crois, mais à partir du moment où les préfectures, c'est le système en pouvoir qui est au pouvoir, le ministère de l'Intérieur, le système qui est au pouvoir, le Conseil constitutionnel, c'est le système qui est au pouvoir. Mais comment voulez-vous qu'on puisse sécuriser les gens? Donc du coup, vous croyez à la fraude? Évidemment. Peut s'installer aussi la fraude. Mais puisque dans les pays africains, le premier mot qui sort lorsqu'il y a des élections, c'est la fraude électorale. Et au Congo, nous savons que c'est un mot qui revient souvent à chaque élection. Peut-être pas les mêmes et qui ne sont jamais contents, mais tout le monde sait qu'il y a la fraude électorale. Mais les élections n'ont jamais été annulées, donc on ne pourrait pas parler aisément de la fraude. Mais peut-être qu'il n'y a jamais eu de fraude aussi. On n'a pas la même conception de la fraude. Vous savez, ce qui est normal, c'est que dans certains quartiers, qu'il n'y ait pas le courant. C'est quand le courant arrive qu'on se pose la question, mais c'est comment le courant peut être chez nous? Dans nos villages, il n'y a pas l'eau. Ça, c'est normal. C'est quand il y a l'eau qu'on se pose la question, mais comment il y a l'eau? Oui. Donc, chez nous, on ne sait plus quelle est la normalité. Donc, ce qui est normal, c'est que la fraude existe, ce n'est pas un problème. Ça ne fait pas des normes. C'est pourquoi ce n'est pas un problème pour certains. Sauf certains comme moi qui me posent la question, mais je crois que c'est la fraude. Pour moi, je dis, je crois que c'est la fraude. Mais pour eux, la fraude fait partie de la norme. Donc, il n'y a pas fraude. C'est pourquoi il n'y a pas un problème. Et en plus, les autres Congolais que nous sommes ont un point de vue. Tout dépend du rapport de force. Je veux dire, l'instinct de conservation du pouvoir amène certains comportements qui parfois sont nuisibles, mais qui finissent par se justifier. Mais oui, dans ce pays, il y a fraude. Alors, en parlant de la fraude, on va directement enjamber au troisième point ou encore au troisième thème de notre débat. Vous avez suivi, tout comme moi, l'annulation pure et simple de l'examen d'État, notamment le baccalauréat, session de juin 2015. Raison évoquée, fraude massive, ou encore pour que cet examen ait une crédibilité sur le plan international. Vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que cela vous fait quand un examen est annulé presque à son terme? Ça pouvait même être au début. La question fondamentale, pourquoi les gens fraudent? Ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Ils nous imitent. Il y a la fraude électorale, on vient d'en parler. Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude douanière, il y a la fraude judiciaire, pour ne citer que ça. Mais que les enfants qui voient qu'un douanier qui gagne, un inspecteur qui gagne 200 000 francs, avoir un niveau de vie de 5 millions par mois, il est conscient qu'il fraude. Parce que c'est la norme. Donc cet enfant qui fraude, en plus, ces enfants n'ont pas fraudé. Non, on n'a pas surpris des élèves en train de frauder. C'est le ministère qui a fraudé.
C'est eux qui devaient se sanctionner. Ce n'est pas aux élèves de subir. Comprenez? Parce qu'il faut éviter certaines notions qui portent à confusion. On n'a attrapé aucun élève en train de frauder sur toute l'étendue de la République du Congo. Mais quand on parle des irrégularités, qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, donc il faut dire qu'il y a eu fuite. Voilà. Alors s'il y a eu fuite, c'est pas de quelque part. Mais pourquoi voulez-vous que les enfants subissent? Ici, jamais un bon sommeil passe avant tout par un bon lit et un cadre agréable. Alors, vous qui rêvez des vacances ou un séjour dans la capitale de l'or vert d'Olizy ou dans la ville océane Pointe-Noire, n'hésitez plus. Offrez-vous des moments d'évasion inoubliables à Pori Hôtel. Pori Hôtel, les chambres et les lits sont d'un confort absolu. Pori Hôtel s'occupe de vous 24 heures sur 24, car votre sommeil est une priorité pour Pori Hôtel. Pori Hôtel, même les prix, vous en doutez, sont une bonne surprise. Des suites ou des chambres standards toutes équipées des chaînes TV, canal, locales et nationales, mais aussi d'Internet Wi-Fi. Pori Hôtel, c'est aussi un restaurant au standing pour vos petits déjeuners et autres menus spéciaux. Pori Hôtel met également à votre disposition un pressing moderne. Pori Hôtel d'Olizy, c'est juste à 100 mètres de l'aéroport Ngonzongo sur l'avenue de l'Indépendance. Pori Hôtel Pointe-Noire est situé à Mongokamba sur l'avenue André-Jacques au carrefour des stations d'IRTV et TPT. Réservez dès maintenant en appelant à ces numéros et surtout, passez une très bonne nuit à Pori Hôtel. Vous avez dit on va reprendre, mais c'est une bonne chose. Vous m'avez dit mais pourquoi on ne reprend jamais la fraude électorale? C'est peut-être le commencement. Je suis convaincu maintenant qu'à partir du moment où on va reprendre les examens, demain nous reprendrons les élections lorsqu'il y aura fraude électorale. Demain nous sanctionnerons les douaniers lorsqu'il y aura fraude douanière. Demain nous sanctionnerons les gars des impôts quand il y aura fraude douanière et fraude fiscale. Demain nous sanctionnerons les magistrats quand il y aura fraude judiciaire. C'est déjà bien. Le malheur est bon. Donc je pense qu'il n'y a que les mots, les imbéciles qui ne changent pas. Si l'État congolais est capable de recommencer un examen parce qu'on a fraudé, c'est que l'État congolais demain pourra recommencer beaucoup de choses. C'est une bonne chose, mais simplement, ici, je ne justifie pas, ça fait mal. Encore que personne n'a osé évaluer les préjudices financiers causés par un tel événement. Le préjudice moral causé par un tel événement. Voilà un département ministériel qui a failli mettre le Congo en danger. Il a mis le Congo en danger. Imaginez tous ces gens-là en train de se mouvoir pour protester parce qu'ils sont frustrés. Vous voyez? Ce qui fait que les sanctions qui sont prises, c'est toujours les plus faibles qui payent. C'est les plus faibles qui payent. Ce ne sont pas les gens qui ont occasionné la fraude qui sont à l'origine. Donc c'est pour dire que non. Mais vous savez, le problème fondamental, c'est le choix entre la méritocratie et la médiocratie. Alors, s'il y avait méritocratie, toutes les conditions se réunissent pour que les plus méritants s'en sortent. Vous comprenez? Mais lorsque les médiocres peuvent occuper, mais comment vous voulez? On n'a besoin de rien pour être quelqu'un dans ce pays. Mais M. Malonga, pensez-vous pas que ça ferait beaucoup de l'argent à dépenser s'il faut reprendre une élection parce qu'il y aurait fraude? C'est pas de même par rapport à un examen. Non, ça coûte moins cher de reprendre une élection dans une circonscription qu'un examen au niveau national. Quand on dit fraude électorale, ce n'est pas toujours tout le Congo. Bien sûr qu'on sait que chez nous, la fraude électorale, elle est aussi massive qu'elle a eu cette massivité au niveau du bac. Je vous ai dit, quelle est la norme dans ce pays? La fraude ne fait pas des normes. Je veux dire qu'en douane, on fraude. Aux impôts, on fraude. Et aux élections, on fraude. Même les pasteurs fraudent Dieu. Vous voyez jusqu'où dans ce pays on est? Il y a la fraude, je dirais la fraude spirituelle. Ça fait partie de la norme. Les élèves fraudent, même en pleine classe d'examen. Je suis enseignant à l'université, les étudiants fraudent. Lorsqu'on va éviter qu'il y ait des opposés de frauder, c'est sûr qu'on va éviter ça. Mais le plus important, c'est la méritocratie. Alors, pensez-vous qu'il puisse y avoir une
pensez-vous qu'il puisse y avoir une stratégie d'arrêter cette fraude maintenant qu'elle est enracinée dans ce pays? Je crois que les juristes disent que les conventions tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. Donc, si on pense que nous pouvons sanctionner ceux qui fraudent, d'autres ne frauderaient pas. Je prends le cas des élèves. Si on avait attrapé une centaine d'élèves, qu'on les aurait exposés en leur disant « Puisque vous avez fraudé, pendant 3 ans vous ne ferez pas le bac », ça servait de leçon à d'autres. On n'a attrapé aucun étudiant, aucun élève. Donc aucun élève n'a fraudé. Ils peuvent nous poursuivre même le ministère pour c'est un procès d'intention qu'on leur a fait. Vous voyez? Mais si le ministre pouvait démissionner, ça servirait d'exemple à d'autres ministres. Vous comprenez? Si on pouvait mettre en prison quelques magistrats, et ça a été déjà fait d'ailleurs dans le passé. Oui. Puisque certains il y a des magistrats qui sont remerciés. Voilà, certains ont eu peur. Et je n'ai pas dit que la fraude a disparu, mais on fraude de moins en moins. Au niveau des impôts, la fraude fiscale, elle est énorme. Mais on n'a jamais attrapé un seul bonhomme. Mais qu'est-ce que vous insinuez, quoi? Est-ce qu'il y a l'impunité dans le pays, c'est cela? L'impunité et surtout le culte de la médiocrité. Le culte de la médiocrité. On n'a pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour appliquer les textes. Les textes existent. Ce qui manque, c'est leur application. Les sanctions existent. C'est leur application qui pose problème. Sinon, comme je vous ai dit, ça a été érigé en norme et c'est pourquoi nous avons des difficultés. Monsieur Malonga, si vous étiez un membre du gouvernement, voilà, Monsieur Malonga, ministre de l'enseignement secondaire, primaire et de l'alphabétisation, il y a une telle situation, quelle serait votre première décision à prendre? Annuler in extenso l'examen ou signer l'examen ou encore laisser évoluer l'examen pour dire après que l'examen est annulé? Non. Ou encore, peut-être que vous l'avez constaté très tard, cette fraude, vous devez peut-être prendre d'autres mesures. Un responsable, c'est celui qui répond de quelque chose. Et moi, j'aurais été ministre, j'aurais posé ma démission. Quitte à ce que je puisse solliciter la faveur du président, mais j'aurais démissionné. Parce que j'aurais causé un tort, un préjudice moral aux parents et aux élèves. J'aurais causé un préjudice financier à l'État. Et j'aurais démissionné. Bien sûr que le bac devait être repris, mais pas par moi. J'aurais démissionné. C'est ça la responsabilité. C'est ça un responsable. C'est celui qui répond de quelque chose. À partir du moment où on ne répond pas de quelque chose, on n'est pas responsable. Donc si on n'est pas responsable, on est irresponsable. Alors, par qui sommes-nous gérés? Pas des responsables ou des irresponsables? S'ils ne répondent de rien. Vous voyez? Donc à la question de savoir si on devait recommencer, annuler une extension, peu importe, je réponds de cette crise en tant qu'individu. Je n'ai pas assumé responsabilité en tant que responsable de ce département et je m'en vais. Et le peuple congolais serait fier. Et vous recevez la ragaillardie. Ragaillardie. Et vous rentrez même dans l'histoire de ce pays. Bien sûr qu'au Congo, il n'y a plus de héros. Personne n'ose mourir pour une bonne cause. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hier, les gens sont morts pour leur cause. Pour la cause, nous avons quelques gens dont on cite souvent. Aujourd'hui, même moi, je ne suis pas prêt à mourir pour une cause. Donc je comprends que ceux-là aussi, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà, M. Malonga, nous sommes partis. Les consultations initiées par le chef de l'État, la gouvernance électorale et les élections en Afrique, la fraude constatée aux examens d'État, notamment le bac session de juin 2015 annulé. Qu'est-ce que tout cela représente pour vous et quel est votre mot de fin par rapport à toute cette thématique? Alors, par rapport au premier point, j'ai peur pour le Congo parce que nous avons des hommes politiques qui sont carents, qui ne se préoccupent pas de nos problèmes et qui, eux, parlent d'un sujet qui n'avait même pas été mis à l'ordre du jour. Je vous dis qu'en tant qu'enseignant, je les aurais donné 7, médiocres. Médiocres. Pour moi, c'est tous disqualifiés. Parce que ceux pour lesquels ils ont appelé, ce n'est pas ceux qui les ont amenés. On aurait voulu qu'ils viennent nous dire, voici les propositions que nous avons faites au chef de l'État. Ne fût-ce que pour les 2 années qui restent. Pour qu'on puisse moins rattraper ce qui a rattrapé en matière de santé, d'éducation, de sport, tout ça.
Personne n'a osé. Tout le monde a dit constitution. Est-ce que c'est pour le partage du gâteau? J'aurais voulu également que nous disent, voilà les plans que nous avons faits au l'État, à chef de l'État, pour dire comment repartir les richesses entre les Congolais, parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise répartition des richesses de la nation, que cette richesse est confisquée par un groupuscule. Ça, on peut élargir ce groupuscule. Si c'était 20, s'il y a déjà 10 000 Congolais qui peuvent encore s'ajouter, ce serait une bonne chose. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Malheureusement, c'est la fixation sur une constitution. Et il y en a, c'est-à-dire qu'on appelle ça être hors sujet. On est hors sujet. On a fait un procès d'intention au chef de l'État. On le voit déjà en train de faire le référendum. On le voit déjà en train de changer la constitution. Le chef de l'État n'a pas appelé les gens pour ça. Jusqu'au manque de respect envers le chef. Lui faire dire des choses auxquelles il ne pense pas. Il est même surpris, je suis sûr, chaque fois que quelqu'un sort. Je ne suis pas sûr que quand il s'assoit tous là, il parle même de la Constitution. Hein. Mais quand il écoute les interviews, il est même surpris, il dit mais ces esclaves qui sont passés chez moi ici, c'est parce qu'on a parlé. Encore que c'est à se faire un aparté. Donc je me dis non, on prête des intentions. Et surtout, nous avons des journalistes qui posent problème. Je disais que pour moi, un journaliste, c'est celui qui parle du temps présent et du passé. Mais qui ne suppute pas sur l'avenir. Tout ça, ce sont les journalistes qui font un large écho, alors que ce n'est pas des prophètes. Ça, c'est le premier point. Sur la gouvernance électorale, je vois que c'est un consensus. Les gens se mettent ensemble et s'accordent sur les conditions de la compétition. Même au football, les règles de jeu sont précises. Mais si vous jouez la dame, et puis qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la couronne, mais il n'y a plus de match, le drame est chez nous, c'est que quelqu'un va détruire la couronne. Vous ne pouvez plus jouer la dame. C'est ça qui fait que, bon, on joue la dame, mais tu as déjà pris la couronne. Tu vois, ceux qui jouent la dame savent de quoi je parle. Ça pose problème. Mais il peut y avoir un consensus, définir les règles de jeu, en genre raisonnable et raisonné, qui peuvent s'accorder sur les règles démocratiques et les conditions d'organisation des élections. On peut réussir. Quant à la fraude des examens, je vous ai dit que c'est un problème qui est récurrent au niveau du Congo. C'est dommage, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on a repris les élections et on a repris le bac, c'est sûr que les prochaines élections, si les gens crient à la fraude, on reprendra les élections. C'est ça qui me rassure. Les examens. Mais on reprend Non, je dis, à partir du moment où on reprend le bac, c'est déjà une jurisprudence. Ouais, déjà, ça veut dire que demain, lorsque les gens parlent de fraude électorale, nous aurons le courage de reprendre les élections. Voilà. C'est votre souhait, M. Malonga? Non, ce n'est pas mon souhait. J'ai dit que c'est une jurisprudence. Et je suis persuadé qu'à partir de demain, on peut maintenant parler de reprendre les élections, de reprendre ceci. Comme je dis, il faut sanctionner. Nous tous, nous sommes des potentiels fraudeurs. On a été formatés pour être des fraudeurs. Il ne manque qu'une seule occasion pour frauder. Vous êtes un potentiel fraudeur, je suis un potentiel fraudeur, parce que c'est l'état général dans lequel nous vivons. Mais comment s'en sortir? C'est à travers notre éducation citoyenne. Oh tiens, ces jeunes. Mais je crois que c'est à cela que voulait bien en venir le président de la République. Si les interlocuteurs qu'il a reçus pouvaient parler de la fraude qui sévit dans le pays, de la concussion, de la corruption, de l'impunité, ou encore de l'eau qui manque dans des hôpitaux, de médicaments qui manquent par ici, par là. Je crois que c'est de là que le président voulait bien parler et que les autres n'ont pas compris, selon votre... oui, c'est pourquoi j'ai dit 7 médiocres. Pour nos hommes politiques, 7 médiocres. Mais je parle parce que je suis enseignant. Ah oui. Et voilà, moi qui suis là, on dit les corriger, de regarder et de dire quelle note je peux donner à ces gens-là. Tous. Et ils ont dialogué. On ne sait pas de quoi ils ont dialogué. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que le dialogue Lorsque le PCT dialogue le président, de quoi dialogue-t-il? Lorsque la plupart des 90% des partis qui sont allés là-bas sont d'accord avec le chef, ils ne dialoguent pas. Si je me regarde au miroir, nous ne sommes pas deux, je suis seul. Donc heureusement, vous n'avez pas parlé de dialogue. Mais j'avoue que si je me regarde au miroir, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, mais ce n'est que moi. Puisque le dialogue ne fait pas l'objet de notre sujet de débat aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Voilà. C'est donc aussi un problème au niveau des journalistes qui doivent utiliser les thèmes qu'il faut, quand il le faut, pour sécuriser ce que nous sommes. J'ai parlé tout à l'heure que non, on prête des intentions au chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un officier. La parole de l'officier, on ne la remet pas en cause. Vous voulez nous faire dire des choses qui ne sont pas... Non, moi j'ai mal pour les hommes politiques.
Ici, jamais un bon sommeil passe avant tout par un bon lit et un cadre agréable. Alors, vous qui rêvez des vacances ou un séjour dans la capitale de l'or vert d'Olizy ou dans la ville océane Pointe-Noire, n'hésitez plus, offrez-vous des moments d'évasion inoubliables à Pori Hôtel. Pori Hôtel, les chambres et les lits sont d'un confort absolu. Pori Hôtel s'occupe de vous 24 heures sur 24, car votre sommeil est une priorité pour Pori Hôtel. Pori Hôtel, même les prix, vous en doutez, sont une bonne surprise. Des suites ou des chambres standards toutes équipées des chaînes TV, canal, local et national, mais aussi d'Internet Wi-Fi. Pori Hôtel, c'est aussi un restaurant au standing pour vos petits déjeuners et autres menus spéciaux. Pori Hôtel met également à votre disposition un pressing moderne. Pori Hôtel d'Olizy, c'est juste à 100 mètres de l'aéroport Ngonzongo sur l'avenue de l'Indépendance. Pori Hôtel Pointe-Noire est situé à Mongokamba sur l'avenue André-Jacques au carrefour des stations DRTV et TPT. Réservez dès maintenant en appelant à ces numéros et surtout, passez une très bonne nuit à Pori Hôtel.